Radio J, le rendez-vous d'actualité juive. Alexis Lacroix, Laurent Cohen-Coudard, bonjour. Merci Lise. d'être avec nous ce Bonjour matin. Lise, Boker Tov. Boker Tov. Alors un autre numéro spécial, un énorme titre, une photo, la guerre. Maintenant, Israël face au Hamas, un combat de civilisation, vraiment ? Oui, incontestablement. Pour une raison très simple, c'est que si vous voulez le djihad sanglant déclenché contre Israël depuis en fait déjà quelques années, mais actualisé par les massacres horribles et horrifiques du 7 octobre, s'inscrit dans un cadre plus large dont on doit aussi comprendre le sens, qui est celui effectivement d'une tentative d'un certain nombre de gouvernements, mais aussi de mouvements terroristes qui en dépendent, de susciter planétairement une sorte de généralisation du djihad, une sorte de djihad global. Alors, c'est en ce sens qu'effectivement, la lutte des démocraties, les États-Unis en premier, la France bien sûr aussi, de manière très nette, aux côtés d'Israël, en ces jours terribles, s'inscrit aussi dans le cadre, non pas d'un choc des civilisations, mais d'une défense d'un avant-poste des démocraties libérales ou des républiques démocratiques, si vous voulez, face à un bloc qui est de plus en plus ambigu dans ses orientations politiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Russie, Chine, Iran, qui souhaitent une déstabilisation du, entre guillemets, système mondial. Et c'est en Israël que ça se joue aujourd'hui. Donc oui, il y a quelque chose de civilisationnel et ça n'est pas réductible au choc entre l'Occident chrétien et l'islam naturellement. Oui, tout à fait. Laurent Cohen-Coudard, est-ce que après avoir analysé tous les événements auxquels on assiste, dans le journal, plusieurs personnes parlent d'une éventuelle entrée dans Gaza. Vous y croyez en tant que journaliste ? Alors, c'est très compliqué. C'est vrai que nous, on a titré effectivement l'inévitable. Oui, l'inévitable, c'est pour ça que Après, je vous demande. Beaucoup de gens peuvent se poser la question on se dit, mais alors, ils vont y aller quand ? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des stratégies. Évidemment que le Hamas, en attaquant tel qu'ils l'ont fait, savait qu'il allait y avoir une réplique d'Israël et une entrée dans Gaza. Le danger, il est là. C'est-à-dire qu'il les attend au tournant. Si vous me voulez mon analyse, je pense que le Hamas attend qu'Israël s'épuise au sud de façon à pouvoir être attaqué sur tous les fronts. Mais bien soit sûr. Du côté de l'Est, l'autorité palestinienne est là, du côté du nord d'Israël, donc avec le sud-Liban, avec le Hezbollah, et forcément l'Iran qui est derrière, absolument tout le monde d'ailleurs. Oui. Donc, on attend une entrée parce que on a un goût de vengeance, parce qu'on a tous été traumatisés par ce qui s'est passé. Et puis parce qu'il y a les otages, on ne sait pas dans quel état ils sont et est-ce qu'on va les chercher ou pas. C'est ça la question des otages. C'est la question. Ça peut choquer là aussi, mais je ne sais pas si c'est la priorité d'Israël. Oui, d'Israël. Pardon, c'est terrible à dire. Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, on sait très bien qu'ils sont pas. Ils n'ont pas regroupé les 199 otages a priori répertoriés dans le même endroit avec 2 gardes. Oui. C'est partout. Gaza, il faut savoir qu'il y a une ville en surface et une ville souterraine. Bien sûr. Criblée de pièges. Oui. Je pense qu'Israël et Tsahal est attendu au tournant ou pas au tournant, est attendu absolument partout. Bien donc sûr. Évidemment qu'il y a une stratégie, une réflexion à avoir en amont, évidemment. Et pour rebondir sur ce que dit Laurent, je crois qu'effectivement, ces heures-ci d'ailleurs, on entend des interrogations grandissantes en Israël sur la consistance de cette opération terrestre annoncée depuis une semaine. Nul ne peut dire qu'elle n'aura pas lieu, nul ne peut dire avec certitude qu'elle a lieu dans les jours qui viennent. Et pas seulement pour des raisons qui sont liées à l'intervention, on le voit bien, logistique, militaire très étroite des États-Unis, qui monitorent jusqu'à un certain point l'état-major israélien. On l'a vu hier, c'est très clair. Pas seulement pour cela, mais aussi parce qu'il y a sans doute un calcul de la part des dirigeants israéliens des risques élevés inhérent à une telle intervention, aussi nécessaire soit-elle. Mais vous savez, c'est la définition d'une situation tragique en politique. Il faut faire quelque chose, mais on sait que cette chose que nous allons devoir faire va nous coûter énormément, et notamment sur le plan de l'image internationale. Donc effectivement, il est possible, on est très modeste ici, il est possible qu'un scénario d'infiltration d'agents du Mossad, du Shin Bet, etc., soit préféré in fine à une intervention terrestre, entre guillemets, d'ampleur, qui serait très visible et qui aurait des conséquences pour partie immaîtrisables et incalculables. C'est possible. Ou des opérations par les airs. Oui, également. Exactement, avec des cibles bien précises, etc. Alors évidemment, on fait partie... on est là comme journaliste, mais on est là aussi, j'allais dire, comme lecteur. On est là, voilà, on fait partie aujourd'hui, ça dépasse le cadre du journalisme, on fait partie, on essaie d'ailleurs d'avoir une retenue lorsqu'on rédige des articles ou qu'on les commande. Mais on fait partie de tout le Ham Israël. On attend d'entendre aux nouvelles que Yahya Sinwar a été éliminé,
que pour Ismaël Haniyeh, c'est plus compliqué puisqu'il est dans des hôtels au Qatar de luxe. Mais oui. Ou de là-bas, ils expliquent aux Gazaouis de ne pas quitter surtout pas quitter Gaza parce que vous allez nous servir de cible pendant que lui fait ses repas au Qatar dans des hôtels de luxe. Donc on attend tout ça, mais il faut raison garder, on va dire, et avoir un petit peu de patience. On espère qu'à terme, évidemment, ils élimineront, ils éradiqueront absolument non seulement le Hamas, mais tous les mouvements terroristes qui entourent Israël. Alors, ce numéro d'actualité juive est à nouveau un numéro dans l'urgence, comme celui de la semaine dernière, comme malheureusement ceux qui vont suivre. Et moi, je trouve que c'est compliqué de faire un hebdo quand on a l'actualité qui change toutes les 5 minutes. Et je voulais vous dire que je trouvais que vous vous en tiriez plus que formidablement, parce qu'il y a des analyses qui tiennent la route sur la longueur et des interviews qui tiennent la route sur la longueur également. Et c'est un vrai travail en profondeur que vous réalisez. Et c'est pour ça que c'est important, Alexis C'est-à-dire Lacroix. que on est un peu obligé, si vous voulez, effectivement. Oui, mais vous le faites. En raison d'un timing, par définition, très accéléré et très changeant, on est au cœur du chaudron mondial, si vous voulez, dans une histoire qui s'est remise en marche très vite et de manière dramatique. Donc effectivement, il faut qu'on ait des éléments un peu intangibles. L'un des éléments intangibles du dossier, l'un parmi d'autres, c'est les résonances du nazisme dans les crimes commis le 7 octobre. Alors, il y a toute une série d'articles là-dessus. Moi, j'y ai contribué. Et on a une interview passionnante de Serge Klarsfeld, un papier passionnant de Claude Boschurberg que Yael Semama lui a commandé. Et j'ai fait aussi un papier, et je crois qu'il est intéressant. C'est l'histoire des idées, si vous voulez. Mais il y a eu effectivement des convergences dans les années 30 qui ont été oubliées, sauf en Israël, qui ont été oubliées entre les frères musulmans lors de leur fondation en 1928 par Hassan el-Banna, le propre grand-père de Tariq Ramadan, et les mouvements fascistes en Europe, et notamment le nazisme. Et ensuite, vous savez bien qu'il y a eu un homme qui était, au fond, l'homme des nazis en Orient arabe et méditerranéen, qui était le grand moufti de Jérusalem. Bien sûr, voilà. bien sûr. Et cet homme a été, couvé de toutes les attentions, y compris après la chute du Troisième Reich. Et en fait, Hassan el-Banna, après la chute du Troisième Reich, dit c'est chouette, vous êtes là-bas, monsieur le moufti de Jérusalem, et vous allez continuer le combat perdu par les nazis contre les juifs en Europe. Donc c'est très symptomatique. Ça ne veut pas dire que l'ensemble des gens qui soutiennent le Hamas, qui parfois sont des pauvres gens, ils sont des honnêtes gens, sont des nazis en puissance. Ça serait un peu simplificateur et idiot de dire ça comme ça. Ça veut dire en revanche que dans la charte du Hamas, on la connaît, elle est terrible, il y a évidemment des ingrédients, des grumeaux de post-nazisme. Je crois que c'est important d'y insister en ces jours où Israël cherche aussi à accroître le nombre de ses soutiens. Pour répondre très rapidement à vos compliments, on va dire, Lise. C'est vrai qu'en amont, c'est pas un compliment, c'est une réalité. Évidemment, on a bien conscience qu'on est un journal papier hebdomadaire. On est forcément obligé de sortir du factuel. Donc en amont, lorsqu'on prépare les dossiers, qu'on commande les papiers, hormis peut-être ce qui est demandé un petit peu à Pascal, qu'on a réactualisé toute la journée de mardi. On boucle le mardi soir, donc c'est pas évident d'être à jour pour les gens qui vont lire le journal Shabbat. On essaie vraiment d'être systématiquement dans l'analyse, dans la stratégie, d'essayer d'aller plus loin dans des prospectives, et voilà, de sortir du cadre site internet avec l'info en temps réel, et on est obligé. C'est pour ça que la particularité d'actualité juive, c'est de trouver beaucoup d'analyses et de... vous le faites, et vous le faites très très bien. Merci beaucoup. Alors il faut soutenir en ce moment la presse juive et actualité juive surtout, on en a plus que très besoin, si j'ose dire. On s'abonne sur actualitéjuive.com. Alexis Lacroix, Laurent Cohen-Coudard, merci pour ce numéro passionnant, haut en couleur, plein d'analyses à lire absolument pour tenter peut-être d'apaiser un petit peu ce qui se passe. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous retrouve la semaine prochaine. Même heure, même studio. Total Rabat avec joie.